Los Angeles, minuit passé. Une ville de béton étouffée, de néons malades et de secrets dans les recoins. Sous la lumière blafarde d'un réverbère, une fenêtre entr'ouverte. À l'intérieur, une femme dort, roulée dans ses draps, inconsciente du monde extérieur, inconsciente du mal. Il n'a pas besoin de frapper. Il pousse la porte doucement, comme s'il rentrait chez lui. Pas un grincement, pas un souffle. La maison dort, mais lui, il est déjà éveillé. Depuis des heures. Il observe. Il respire l'odeur des autres. Il hume la peur latente dans l'air. Il est là, sans qu'on le voie. Et si, pendant votre sommeil, quelque chose vous regardait, un prédateur au sang-froid, pas un homme, pas un animal, quelque chose entre les deux. Un regard noir, sans fond. Un sourire qui n'est pas fait pour sourire. Un corps maigre, nerveux, toujours prêt à bondir, à frapper, à mordre. Et s'il entrait chez vous, juste parce qu'il en a le droit, parce que vous avez laissé une fenêtre ouverte, parce qu'il vous a choisi au hasard, parce qu'il veut entendre ce cri que vous ne pourrez jamais pousser. L'été s'abat sur Los Angeles comme un châtiment. Le soleil ne réchauffe plus. Il oppresse. Le bitume fond sous les pas. Les climatiseurs tournent à vide, gémissent. Les nuits ne rafraîchissent rien. Elles n'apaisent personne. Elles cachent seulement ce que la lumière ose révéler. Les Jeux Olympiques viennent de galvaniser la ville. Des feux d'artifice, des médailles, des foules en liesse. Mais derrière les écrans de télévision et les sourires officiels, les ruelles sont gangrenées. La drogue circule comme le sang dans les veines. Les gangs marquent leur territoire au revolver. Les sirènes chantent tous les soirs. Le rêve américain a les yeux cernés et la peau brûlée. Et puis, quelque chose commence à changer. Un nouveau type de peur. Une peur qui ne vient pas des coins sombres habituels. Un frisson qui traverse les banlieues tranquilles, les pavillons impeccables, les jardins bien taillés. Les gens se parlent moins. On verrouille les portes, puis on vérifie une deuxième fois. Les enfants ne dorment plus sans lumière. Les adultes n'osent plus dormir du tout. Quelque chose rôde. Et quand les premiers cadavres apparaissent, la ville ne comprend pas. Pas de mobile, pas de profil, pas de logique. Juste la mort. Imprévisible. Déchaînée. El Paso, Texas. 29 février 1960. Une date rare. Jour qui n'apparaît qu'une fois tous les 4 ans. Comme un avertissement. Comme un signe. Richard Leva Muñoz Ramirez naît dans une maison modeste, au cœur d'un quartier ouvrier. 5e enfant d'une famille d'origine mexicaine. Très catholique, très stricte, très silencieuse aussi. Sauf quand la violence parle. Son père, Julian, ancien policier au Mexique, devenu ouvrier aux États-Unis. C'est un homme dur, épuisé par la vie. Il ne parle pas, il hurle, il ne corrige pas, il frappe. Richard, petit, apprend à marcher en évitant les colères. Il apprend à respirer sans faire de bruit. Dès l'enfance, quelque chose se détache en lui. Il aime les coins sombres. Il s'échappe la nuit pour dormir ailleurs, pas chez des amis. Non, dans les cimetières, sous les arbres morts, près des tombes, il s'y sent. En sécurité, à 10 ans, il commence à voler. Des friandises, puis des couteaux, puis des regards. Personne ne le voit, et ça lui plaît. Mais tout change vraiment quand Mike arrive. Miguel Ramirez, son cousin, un héros de guerre revenu du Vietnam. Avec lui, Richard découvre un autre monde. Pas celui des hommes, celui des monstres. Mike montre des photos, des femmes, mutilées, des corps, décapités.
des yeux arrachés, et il rit. Il raconte les viols, les meurtres, comme des souvenirs de vacances. Richard, 13 ans, regarde, et il ne détourne pas les yeux. Un jour, Mike tue sa femme, une balle, dans la tête, devant Richard. Il ne fuit pas. Il ne crie pas. Il reste là, figé, comme si c'était normal. L'école devient inutile. Il décroche. Le LSD devient une routine. La cocaïne, un moteur. Il plonge dans le heavy metal. Les rituels. Le satanisme. Il remplace Dieu par les ténèbres. Et il y trouve quelque chose de familier. À 22 ans, il quitte El Paso. Sans bagage, sans destination. Juste une idée, une pulsion, direction. Los Angeles. Et ce qu'il a gardé enfermé pendant toutes ces années est prêt à sortir. Le 28 juin 1984. Glassell Park. Quartier résidentiel de Los Angeles. Une nuit comme tant d'autres. Trop chaude, trop calme. Jenny Vainco, une femme de 79 ans. Discrète, dévouée. Elle vit seule. Rideau tiré. Télévision éteinte. Elle dort profondément, sans savoir qu'un intrus observe sa maison depuis des heures. Il attend, pas parce qu'il hésite, mais parce qu'il savoure. L'instant avant le choc, avant le hurlement, avant le silence. La fenêtre est entr'ouverte. Une faille dans le monde. Il s'y glisse comme une ombre, lentement, silencieusement, un pas après l'autre. Pas de bruit, pas de souffle, juste ce sourire, fin, nerveux, malade. Il se penche sur elle, et la lame tranche. Une fois, deux fois, sa gorge ouverte, le sang giclant sur les draps. Puis, il continue. Des coups de couteau. Innombrables. Une rage froide. Pas une explosion. Une méthode. Et ce n'est pas tout. Il viole son corps. Après, comme pour dire « Je décide ». Même après la mort, je prends ce que je veux. Puis, il repart. Pas en courant. Il marche. Comme s'il avait terminé une tâche banale. Il ne vole rien. Il ne laisse aucun message. Juste une scène d'horreur pure. Mais ce n'est que le début. Pendant 8 mois, plus rien. Pas de suite. Pas de lien. La police ne connecte pas les points. Et lui, il attend. Il se prépare. Dans l'ombre, son appétit grandit. 17 mars 1985. Maria Hernandez, 22 ans. Elle rentre chez elle, dans le garage. Il surgit, elle lève les bras. Il tire. Elle s'effondre. Mais le destin fait un détour. La balle ricoche sur ses clés. Elle survit. Elle fuit. Lui, il entre et tire une deuxième fois. Dale Okazaki, sa colocataire, n'a pas le temps de comprendre. Une balle en pleine tête. Elle s'effondre dans la cuisine. Le même soir, une autre femme, Tsai-Lian Yu. Il la suit en voiture, lui coupe la route, tire à bout portant. Sans un mot, 3 femmes. Une seule nuit, le chaos prend forme. Mais ce n'est pas un chaos aveugle. C'est un chaos dirigé, calculé, précis. 27 mars 1985. Whittier, Californie. Vincent Zazzara, 64 ans, dort avec sa femme Maxine. Il meurt en premier. Un coup brutal, froide. Ensuite, c'est Maxine. Ramirez la torture, la viole, puis lui arrache les yeux avec ses doigts et les emporte. Il laisse un pentagramme dessiné au rouge à lèvres, un symbole, un avertissement, une signature. Il parle à ses victimes.
souvent en espagnol, parfois en anglais, parfois dans un murmure préhensible. Il les force à dire « Je suis à Satan ». Il rit, il chuchote, puis il disparaît, toujours dans la nuit. Ce n'est plus un simple tueur, c'est un rituel vivant, un messager du vide. Et l'Amérique commence à comprendre qu'un nouveau visage du mal vient de naître. Mars, avril, mai, juin 1985. Le sud de la Californie se couvre d'une sueur glacée. Chaque nuit, il choisit une maison, toujours différente, toujours au hasard. Il ne suit aucune règle, sauf la sienne. Il entre, il tue, ou viole, ou torture, ou tout à la fois. 4 avril, Monterey Park. William Doyle, 66 ans, abattu dans son lit, sa femme violée. Encore consciente, elle entend son mari mourir. Et elle sait qu'elle est la suivante. 14 mai, Monrovia. Bill et Lily Doe. Lui, exécuté. Elle, maltraitée, humiliée. Ramirez laisse un pentagramme sur le mur. Pas pour décorer, pour marquer, pour dire « Serve ». Les chiens sont adoptés à la chaîne. Les rideaux restent tirés, même en plein jour. L'Amérique vit dans l'ombre. Une ombre qui a un visage. Et ce visage, c'est le sien. Los Angeles, ville géante. Ville dans la ville. Et pourtant, pas un seul endroit où se cacher. La police est sur les nerfs. Les inspecteurs ne dorment plus. Chaque matin, une nouvelle scène de crime. Chaque nuit, la peur de rater l'instant où tout aurait pu s'arrêter. Plus de 200 enquêteurs sont mobilisés. Mais comment attraper un tueur qui frappe sans logique, sans profil, sans mobile? Le FBI s'en mêle et tente de dresser un portrait. Un homme jeune, solitaire, sans racines, obsédé par la mort, le sexe, le satanisme, quelqu'un d'impulsif, mais aussi étonnamment patient. Et surtout, il ne se cache pas, il revendique ses actes. Il joue avec les indices, il laisse des marques, mais jamais les mêmes. Peu à peu, des pièces du puzzle émergent. Une empreinte de chaussure, une Avia, taille 44, un modèle unique, rare, introuvable ailleurs aux États-Unis. Une empreinte digitale, trouvée dans une voiture volée, abandonnée, mal nettoyée. Et surtout, des témoins. Une femme dit avoir vu un homme, grand, maigre, aux dents pourries, les yeux fous, le regard noir, perdu, comme s'il ne regardait pas le monde réel. Un autre le croise. Il parle seul, chuchote des phrases incompréhensibles, puis s'éloigne en riant. 30 août 1985. La police diffuse un portrait robot, puis une photo d'identité judiciaire, ancienne, mais le regard reste le même. Richard Ramirez, connu des services pour cambriolage, maintenant connu de toute la Californie. Les journaux s'en emparant, la télévision en boucle. Le visage du cauchemar est révélé, mais lui, il ne le sait pas encore. Pendant un court instant, c'est l'Amérique qui le traque. Mais la nuit suivante, lui aussi, il chasse. 31 août 1985. Richard Ramirez revient à Los Angeles. Il sort d'un bus. Il a voyagé seul. Il pense que la ville est toujours à lui. Il ignore que, cette fois, la ville l'attend. Partout, son visage. Dans les vitrines, sur les unes. Affiché en grand dans chaque supérette. Le Night Stalker. Nom, photo, signalement. Partout.
Il entre dans une boutique, les yeux hagards, les cheveux en bataille. Et là, il voit son propre visage, imprimé, empilé, jeté sur les comptoirs comme un produit en solde. Le sol se dérobe sous ses pieds. Il recule, il fuit. Il tente de voler une voiture, mais l'alarme hurle. Des passants le reconnaissent. Un cri fuse. C'est lui. Un homme court. Puis deux. Puis 10. Une foule s'amasse. Ils se jettent sur lui. Le plaquent au sol. Le frappent. Le retiennent. Ils ne sont ni policiers, ni héros. Juste des citoyens, fatigués d'avoir peur. La justice n'a pas encore parlé. Mais la rue, elle a choisi. Quand les forces de l'ordre arrivent, Ramirez est au sol, le visage en sang, le souffle court, les menottes claquent, le silence tombe. Le Night Stalker est capturé. Après des mois de meurtre, des dizaines de vies détruites et un État entier plongé dans la terreur, c'est fini. Du moins, en surface, 1989. 4 ans après son arrestation, le procès commence. C'est le plus long procès criminel de l'histoire californienne à l'époque. Une procession judiciaire qui dure plus de 4 ans. Des mois d'attente. Des années d'horreur racontées encore et encore. Richard Ramirez est inculpé de 13 meurtres, 5 tentatives, 11 viols, 14 cambriolages. Mais ce ne sont que des chiffres. Derrière chaque chef d'accusation, il y a une voix éteinte, un regard éteint, une vie pulvérisée. Et lui, l'accusé, il entre dans la salle, sourire en coin, provoquant, comme s'il venait jouer un rôle. Il lève la main et montre sa paume, gravée dans la peau, un pentagramme. Puis, il crie, fort, clair, sans trembler, Haïl Satan. La salle se fige. Un frisson traverse les bancs du jury. Une jurée demande une protection policière. Une autre meurt assassinée par son petit ami pendant le procès. Certains parlent d'une malédiction, d'un pouvoir invisible, d'un mal qui continue d'agir, même en cage. Mais lui, il savoure chaque minute, chaque regard posé sur lui, chaque flash, chaque silence. Il ne montre aucun remords. Il ne s'excuse jamais. Il ne baisse jamais les yeux. 20 septembre 1989. Le verdict tombe. Peine de mort. Et lui, il répond simplement « No big deal ». Death always went with the territory. C'est pas grand-chose. La mort, ça a toujours fait partie du décor. Il est condamné, mais jamais soumis. Il ne plie pas. Il ne regrette rien. Le diable quitte la salle en souriant, sans Quentin. Couloir de la mort. Des murs trop blancs, des voix trop rares, un endroit suspendu entre la vie et la chose qui vient après. Richard Ramirez est enfermé ici, condamné, isolé, mais pas seul. Il reçoit du courrier, des milliers de lettres, certaines pleines de haine, mais d'autres fascinées, troublées, amoureuses. Parmi elles, une femme, Doreen Lioy, journaliste, intelligente, éduquée, et pourtant, elle tombe amoureuse de lui. Elle écrit, encore, et encore. Elle le visite. Elle jure qu'il est innocent, qu'il est doux, qu'il est incompris. En 1986, elle l'épouse. Une robe blanche, un tueur en uniforme pénitentiaire, des barreaux entre leurs mains jointes. Elle dira « Je sais qu'il est bon. Il n'a jamais levé la main sur moi. » Mais Ramirez, lui, ne change pas, ne regrette rien, ne s'excuse jamais. Il vieillit lentement,
Son regard devient plus creux. Ses dents, toujours pourries. Ses os, rongés. Il reste un symbole, un mythe noir. Un culte morbide se construit autour de lui. Sur les forums, dans les livres, sur les murs, un ange déchu, couronné non pas de lumière, mais de ténèbres. 7 juin 2013. Il meurt d'un lymphome dans un lit d'hôpital carcéral, âgé de 53 ans, après 23 ans passés dans le couloir de la mort. Jusqu'à la fin, il n'a jamais exprimé le moindre regret, jamais demandé pardon. Il est parti comme il a vécu, silencieux, sourire aux lèvres et le vide dans les yeux. Richard Ramirez n'était pas un tueur ordinaire, pas un serial killer méthodique, pas un esprit calculateur et ordonné. Il était le chaos incarné, nourri à la peur, élevé dans les coups, bercé par la guerre, la mort et les rituels. Il ne tuait pas pour l'argent, il ne tuait pas par vengeance. Il tuait pour ressentir, pour dominer, pour expérimenter le pouvoir absolu. Celui de décider qui vit, qui meurt, qui pleure, qui supplie. Il aimait le regard dans les yeux de ses victimes, juste avant la fin. Pas pour le regret, pas pour la peur, mais pour ce moment où l'humain se brise. Il fusionnait le sexe, la mort, la religion noire, en un seul acte, en un seul souffle. Rien n'était séparé, tout était sacrilège. Ce qui effrayait l'Amérique, ce n'était pas juste ce qu'il faisait, c'était ce qu'il ne faisait pas. Il ne se cachait pas, il ne mentait pas, il ne regrettait rien. Il était le miroir d'un monde où plus rien n'a de sens. Un monde où le vide peut prendre forme humaine. Richard Ramirez est mort. Mais le mythe, lui, respire encore. Dans les cauchemars, dans les récits, dans les yeux de ceux qui ne peuvent plus oublier. Il est devenu plus qu'un homme, plus qu'un tueur. Il est devenu un symbole, le visage du mal sans nom. Le rappel que parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de notre monde. Narrateur, si cette histoire vous a marqué, si vous sentez encore cette brume dans la gorge, alors ne détournez pas les yeux, car il y en a d'autres, d'autres visages, d'autres ténèbres. Abonnez-vous à Crimes Obscurs FR, partagez cette vidéo et activez la cloche. Le mal est patient, nous aussi.